Besançon, c'est le sujet du jour. Plus de 100 000 habitants, préfecture du département du Doubs. Voilà pour les informations statistiques et administratives. Mais Besançon, c'est aussi toute une histoire et un patrimoine à découvrir, avec sa citadelle bien sûr, mais aussi des édifices religieux, le palais Granvelle ou encore ses liens avec le célèbre Victor Hugo. Autant de sujets que je vous propose d'explorer en compagnie de David Aubry, journaliste franc-comtois et auteur du livre Sites remarquables et insolites du Doubs. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Bonjour David. Bonjour Émilie. Je vous propose de remonter le temps pour débuter. À quelle époque apparaît la ville de Besançon ? La fondation de cette ville, elle se perd dans la nuit des temps. Le plus ancien vestige découvert sur le territoire communal, c'était à Casamène, sur la rive gauche du Doubs, à la sortie sud-ouest de la ville, et c'est un racloir daté de 50 000 ans avant Jésus-Christ, donc le paléolithique moyen, une époque où l'homme était encore exclusivement nomade. Mais dès que l'homme s'est sédentarisé, à partir de 6000 avant Jésus-Christ, le site, formé d'une presqu'île entourée par le Doubs, qu'on appelle la Boucle, et dont l'isthme est occupé par une montagne abrupte, qu'on appelle la citadelle, ça semble avoir attiré les hommes. Même le grand Jules César, narrant ses conquêtes, cite Vesoncio, c'était le nom de l'époque, comme la plus importante ville du peuple des Séquanes, et il remarque son site difficilement prenable entre Doubs et citadelle. Je cite « Elle possédait en très grande importance tout ce qu'il était nécessaire pour faire la guerre. De plus, sa position naturelle la rendait si forte qu'elle offrait de grandes facilités pour faire durer les hostilités. » Il distingue nettement la partie basse de la ville, Oppidum, entre la citadelle et le long méandre du Doubs, puis la citadelle pourvue d'un mur continu percé sans doute d'une porte pour entrer dans la ville, car aucun chemin n'existait alors entre le Doubs et la montagne. Vous avez employé plusieurs fois le mot citadelle, un mot qui résonne encore aujourd'hui aux oreilles des visiteurs de Besançon, puisqu'on peut visiter une citadelle à Besançon. Alors de quelle époque elle date, celle qu'on visite aujourd'hui ? Elle a été érigée sous le règne de Louis XIV par le célèbre Vauban. La citadelle de Besançon, c'est un site majeur de Franche-Comté, elle est enserrée dans la boucle du Doubs, et elle domine la vieille ville de plus de 100 mètres et offre depuis ses remparts de sublimes panoramas sur l'ensemble de la cité, ainsi que sur les collines des environs. Alors pourquoi construire une citadelle fortifiée à Besançon ? On va feuilleter quelques pages d'histoire du XVIIe siècle. La Franche-Comté, définitivement rattachée au royaume de France, Besançon devient capitale de la région et Louis XIV demande à Vauban, alors commissaire général des fortifications, de poursuivre les constructions. L'ingénieur militaire développe un important système de défense de la ville et le rocher rehaussé est lui-même équipé de forts et de bastions pour que Besançon protège efficacement les frontières du royaume et soit une des meilleures places d'Europe. Et donc aujourd'hui on la visite, cette citadelle Vauban. Ah oui, et beaucoup même. Les nombreux visiteurs viennent y découvrir la richesse et l'histoire de ce remarquable patrimoine architectural, ainsi que 3 espaces muséaux. Le musée Comtois, le muséum avec ses espaces animaliers variés, et le musée de la Résistance et de la Déportation. À noter également que les savantes fortifications de Vauban sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. La construction de celle de Besançon a duré presque 20 ans et la citadelle est sans doute un des plus grands chefs-d'œuvre de cet enfant, qui est de Bourgogne d'ailleurs. Et en plus des musées que vous citiez, il y a aussi un autre point d'intérêt dans cette citadelle, la chapelle Saint-Étienne. Absolument. Lors de la construction de l'imposant édifice militaire qu'est la citadelle, Vauban, architecte du roi Soleil, ne pouvait oublier d'inclure sur ce vaste site de 11 hectares une chapelle, lieu de culte primordial pour les soldats. La chapelle fut ainsi baptisée en mémoire de la cathédrale Saint-Étienne, construite elle au XIe siècle et incendiée en 1674. Les 2 édifices furent donc dédiés à Saint-Étienne, premier martyr de la chrétienté. Alors cette chapelle, elle se caractérise par une façade très sobre avec une porte flanquée de 2 pilastres ioniques soutenant un fronton composé d'une niche. La chapelle comprend un chœur séparé de la nef par une balustrade, un autel, un confessionnal, une petite tribune, une chaire et une sacristie. L'ensemble est surmonté d'un clocheton en charpente avec un dôme couronné d'une croix. Cette chapelle, elle est désormais incluse dans le parcours touristique. Elle a été consacrée le 11 septembre 1683 par l'archevêque de Besançon. Fermée au culte en 1793 durant la Révolution, elle fut réouverte au XIXe siècle, mais aussi restaurée avec notamment l'ajout d'un dallage de marbre.
Elle est classée aux monuments historiques, ainsi que les autres bâtiments de la citadelle. Aujourd'hui, l'édifice cultuel tient encore une place importante dans le dispositif de la citadelle, puisqu'on peut en effet y découvrir un spectacle multimédia qui retrace l'histoire des lieux, proposé comme un premier pas vers la visite qui va suivre. Et puisque vous évoquez une visite, vous le disiez tout à l'heure, hein, dans cette citadelle, on a aussi le musée de la Résistance et de la Déportation. Là encore, un lieu à ne pas manquer. Qu'est-ce qu'on va y découvrir en visitant? C'est grâce à l'initiative de Denise Laurac et à la création en 1967 de l'Association des Amis du Musée. Les premiers dons vont arriver en 1969, puis ils furent exposés en 1971 dans 3 salles face au musée des Beaux-Arts. Mais les apports ont afflué et il fut choisi de les exposer au cœur de la citadelle en 1982 dans 20 salles de l'actuel bâtiment. Ces témoignages historiques à l'état brut sont d'ailleurs parfois un peu difficiles à supporter, mais ne pas témoigner serait trahir, comme le dit si bien la devise du musée. Alors aujourd'hui, ce musée de la Résistance et de la Déportation, il rassemble un trésor unique de 600 objets, peintures, sculptures, qui sont exposés dans un vaste espace dédié aux œuvres clandestines des déportés. Ça répond au vœu de sa créatrice, qu'on a cité, Denise Laurac, d'apporter le témoignage d'anciens résistants et anciens déportés ne voulant pas vivre repliés sur leurs propres souffrances et leur propre héroïsme. Le lieu a été entièrement rénové et a rouvert en 2023 après 16 mois de travaux. Et puis, donc, au-delà de ce musée, il y a aussi une partie dite exposition pour continuer la visite. Plus condensée, plus accessible pour toute génération, cette exposition renouvelée en 2023 s'attache en 6 salles permanentes à la compréhension du drame et à son universalité. Vie quotidienne sous l'occupation, résistance, répression, persécution, extermination, déportation et enfin libération. Des expositions temporaires et un centre de ressources de 12 000 livres et documents complètent cette offre citoyenne d'information. Comme l'écrivait le philosophe Georges Santayana, ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre. Une phrase qui résonne ces derniers temps. À 2 pas de chez vous, un podcast ici en région. Allez, quittons la citadelle Vauban de Besançon pour continuer d'explorer la ville natale d'un des immenses auteurs du 19e siècle. Je parle de Victor Hugo, qui est né en 1802. Victor Hugo qui est donc bisontin. Quel est son lien exact à Besançon? Il y est né tout simplement le 26 février 1802 dans une famille aux valeurs contrastées, entre un père général de l'Empire et une mère royaliste. Victor Hugo, qui est devenu un géant de la littérature française, on l'a dit, a laissé une empreinte indélébile sur le paysage culturel mondial. Poète, romancier, dramaturge et homme politique, ses œuvres fascinent et inspirent aujourd'hui encore. On sait que depuis son plus jeune âge, il montre des aptitudes exceptionnelles pour l'écriture. À 20 ans, il publie son premier recueil de poèmes, Odes et poésies diverses, qui lui vaut une pension du roi Louis XVIII. Rien que ça. Ses premiers succès vont le propulser rapidement au cœur de la scène littéraire parisienne. Et au cours des années 1830, Victor Hugo s'impose comme un chef de file du mouvement romantique. Son drame, Hernani, en 1830, va déclencher une véritable bataille littéraire marquant la victoire du romantisme sur le classicisme. Et vont suivre des œuvres majeures comme Notre-Dame de Paris en 1831, qui mettent en lumière sa capacité à mêler fiction historique et surtout critique sociale. Et qu'est-ce qu'on va trouver alors en visitant sa maison natale transformée en musée? Elle est située au cœur de Besançon, cette maison natale de Victor Hugo, qui est un lieu dédié au combat et aux engagements de l'écrivain. Elle est transformée en musée et elle offre une immersion dans l'univers militant de l'auteur des Misérables. Hugo fut en effet un opposant farouche au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Il va s'exiler volontairement d'ailleurs à Jersey puis à Guernesey. Cet exil de près de 20 ans va être une période de créativité intense durant laquelle il va composer certains de ses chefs-d'œuvre, notamment Les Contemplations en 1856 et La Légende des siècles en 1859. Et de retour en France après la chute du Second Empire, il est accueilli en héros et continue à écrire jusqu'à sa mort en 1885. À Besançon, le musée collabore aujourd'hui avec des associations comme Reporters sans frontières, Amnesty International, soulignant d'ailleurs l'actualité des combats de Victor Hugo. Des objets personnels, des lettres et des documents historiques font de cette maison un hommage vibrant à l'héritage militant de l'auteur. Mais Émilie, je dois quand même vous faire une petite confidence sur Victor Hugo et Besançon. Il n'y a vécu que 6 semaines, Ah, mais c'est quand même bien là qu'il est né.
Donc ça vaut encore le coup de visiter sa maison natale. Voilà, ça vaut le détour. Sur ma petite carte de Besançon, ça y est, je peux donc cocher Maison Victor Hugo et on peut continuer notre découverte de la ville avec le musée du temps qui lui est installé au sein du palais Granvelle. Alors déjà, pourquoi parle-t-on de palais? C'est un palais, en effet, du XVIe siècle édifié par la famille de Granvelle. Nicolas Pernaut de Granvelle était premier conseiller de l'empereur Charles Quint et son fils travaillera au service du fils de Charles Quint, Philippe II d'Espagne, donc une très grande famille de juristes originaire de Franche-Comté. Ce palais, il a été construit entre 1534 et 1547 dans la grande rue de Besançon. C'est un vrai symbole du pouvoir de la famille, où celle-ci collectionne les œuvres d'art et autres livres précieux. Par contre, après la conquête de la région par Louis XIV, le palais devient la résidence du gouverneur de la province. Et aujourd'hui, ce ne sont plus des œuvres d'art qu'on y trouve, quoique, ce sont des horloges et autres preuves du savoir-faire horloger local. Et oui, le palais Granvelle est désormais un musée du temps, témoin de l'horlogerie franc-comtoise avec tous ses rouages. Les secrets de ses innombrables ateliers, le savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art, qui sont inscrits à l'UNESCO, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Oui, l'horlogerie est encore présente à Besançon, bien moins qu'en 1875 quand même. Le musée nous apprend que la ville comptait à cette date 5150 personnes employées dans ce secteur pour une fabrication de 420 000 montres, soit 90% de la production nationale, quand même. Alors on va citer parmi elles la précieuse montre Gousset Leroy 01. Elle fut pendant 85 ans la montre la plus compliquée du monde avec son mouvement composé de 975 pièces et ses 24 complications horlogères, un véritable joyau. Elle a été commandée en 1897 par un richissime collectionneur portugais et cette merveille a nécessité 7 ans de recherche et de travail. Elle affiche l'heure de 125 villes du monde, le ciel étoilé de Paris, de Lisbonne, de Rio, la température et l'altitude, et ce fameux joyau, il est revenu à Besançon en 1957. Alors pour revenir à la visite de ce palais, elle se termine sous les combles avec la tour qui offre une vue panoramique sur la ville et avec le fascinant pendule de Foucault. Il est haut de 13 mètres avec une sphère en laiton de 17,5 kg. Le système est constitué de 64 pièces mobiles en forme de pétales et de diodes lumineuses, ce qui permet de visualiser au sol la rotation de la Terre. Il reproduit ni plus ni moins que l'expérience de Léon Foucault qu'il avait réalisée en 1851 au Panthéon pour prouver la rotation de la Terre sur elle-même. Donc si vous doutez encore du fait que la Terre soit ronde et qu'elle tourne sur elle-même, rendez-vous donc au Musée du Temps à Besançon. Besançon que vous pouvez donc visiter. Si vous voulez jouer les touristes, rendez-vous sur le site web besançon-tourisme.com. Et on retrouve bien sûr Besançon dans le livre que vous signez aux éditions Ici en Région, David Aubry, site remarquable et insolite du Doubs. Merci beaucoup David. Merci Émilie. C'était À deux pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.